Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et bienvenue dans notre webinaire sur le thème du cancer du sein, rebondir avec le cancer du sein. Je m'appelle Soraya, je suis responsable de la communication pour l'application Vixin qui répond aux questions des patientes instantanément. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente de faire ce webinaire. C'est un thème qui m'a été inspiré par toutes les patientes et même des patients dans d'autres pathologies que j'ai pu rencontrer depuis que je travaille avec WeFight. C'est tous ces patients qui m'ont fait vraiment changer le regard sur le cancer. Et j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui au moins 2 histoires parmi toutes celles que j'ai pu découvrir, de personnes mais ultra dynamiques qui font des choses vraiment extraordinaires. Donc, je vais arrêter de parler de ça et je vais les présenter tout de suite. Donc aujourd'hui, je suis très contente. J'ai avec moi Séverine Martin. Donc Séverine, patiente en rémission et fondatrice de l'association des Gommes Crabes. Séverine, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus? Je vais me présenter rapidement. Donc, Séverine, oui, moi j'ai été touchée par un cancer du sein donc fin 2016, donc ça va faire 5 ans. Voilà, donc un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai eu une année de traitement chimio, etc., une reconstruction mammaire. Et effectivement, j'ai eu besoin de donner du sens à la maladie. Et donc, j'ai créé l'association des Gommes Crabes, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Très bien, merci beaucoup. Et aux côtés de Séverine, nous avons aussi Catherine. Catherine Robert, également patiente, très engagée aussi sur de multiples fronts, notamment membre de l'association OSE. Catherine, est-ce que tu souhaites te présenter un petit peu plus? Je vais le faire rapidement. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Catherine Robert, j'ai 51 ans. J'ai eu un cancer du sein il y a exactement 10 ans. J'ai eu des traitements de chirurgie, mastectomie, curage axillaire, chimiothérapie, puis hormonothérapie, radiothérapie, traitement ciblé. J'ai pris une petite année pour me remettre, pour réfléchir à cette maladie, pour m'informer. Et j'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique 1 an après tous ces traitements. Et malheureusement, j'ai rechuté 6 mois en fait après la reprise du travail avec une première rechute osseuse. Depuis, je suis rentrée dans la case des cancers du sein métastatiques avec 4 rechutes, 2 osseuses, donc qui ont été à chaque fois guéries complètement. Et puis 2 rechutes à la plèvre aussi un peu plus tard en 2019 et 2020. Et aujourd'hui, j'ai la chance de n'avoir absolument plus rien au radar à chaque examen. Donc je suis entre guillemets dans une situation où la maladie est devenue silencieuse. Voilà. Et je suis engagée depuis 1 an dans une association qui s'appelle OSE auprès de Aurélie de la Motte Rouge et qui en fait s'occupe d'organiser pour les patientes, spécifiquement pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique, des séjours thérapeutiques d'1 semaine. Merci beaucoup Catherine. Et voilà, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissaient déjà. On a aussi avec nous Giacomo Di Falco qui est psycho-oncologue et qui accompagne des patients justement qui passent par le cancer. Giacomo, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Giacomo Di Falco et je travaille en pneumo-oncologie et en uro-oncologie depuis 2005 au CHU de Lille. Et j'ai jamais cessé de travailler auprès de gens atteints de maladies chroniques. Et je serais très heureux d'intervenir dans ce webinaire. Merci Soraya pour la présentation. et aussi de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Voilà, exactement. Merci, merci Giacomo de le préciser. D'ailleurs, n'hésitez pas, pendant tout le webinaire, on va discuter, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat, parce que peut-être qu'on n'y répondra pas tout de suite à l'instant, mais en tout cas, on prendra le temps à la fin du webinaire de répondre à vos questions. Giacomo pourra répondre, mais aussi Séverine et Catherine. Et toutes les questions, peut-être qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, on pourra en tout cas les utiliser pour enrichir le contenu de l'application Vixin. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête, le chat est à vous, vous avez la parole et tous vos retours sont hyper précieux pour nous. Encore une fois, ça nous permet vraiment d'améliorer le contenu. Bon, du coup, c'est parti, on va pouvoir commencer ce webinaire. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est un témoignage d'une patiente que je vais vous lire. Quand on a un cancer, on devient plus philosophe, on se pose des questions.
Quel sens veut-on donner à la vie, au travail, à l'activité? Que sont, dans la vie, les choses finalement les plus importantes? Voilà, moi, cette citation, je l'ai trouvée, je vois Giacomo qui sourit, parce qu'effectivement, c'est vrai que, Giacomo, tu dis souvent que les patients et les patientes deviennent très philosophes et commencent à avoir des lunettes différentes sur la vie. Et moi, Catherine, j'ai envie de commencer par te poser cette question. De quelle façon le cancer a-t-il impacté ta propre vision de la vie? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment ça a changé ta façon de voir les choses, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle? Alors, il y a des choses se sont passées en fait en 2 temps pour moi, mais je vais essayer de rassembler tout sous une même idée, puisqu'il y a eu la première annonce et évidemment il y a ensuite l'annonce du cancer métastatique. Mais la première chose qui se passe quand en tout cas quand j'ai reçu le diagnostic, c'est cette sensation d'effondrement en fait. C'est-à-dire que tout à coup tout s'écroule et ce sont les repères de la vie en général qui s'écroulent. Et évidemment, en fait, l'annonce pose énormément de questions. C'est-à-dire que derrière, on passe son temps à s'interroger sur pourquoi moi, pourquoi maintenant, etc. Donc en fait, il y a énormément de questions qui viennent. Et puis, donc déjà ça en soi, c'est assez difficile à appréhender et il faut essayer de les partager. Donc la première chose que moi, ça a changé, évidemment, c'est mon rapport au temps et mon rapport à la mort. Et a fortiori, avec un cancer du sein métastatique, on a une conscience assez aiguë de sa propre finitude. Donc, la première chose que ça a changé en moi, c'est que j'ai plus du tout eu la même relation à la temporalité, entre guillemets. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement urgentes à faire. J'ai eu cette espèce d'urgence de vivre. Il y a une énergie démesurée qui m'est arrivée, qui m'a fait me dire que ok, j'avais cette maladie, il fallait que j'accepte d'avoir cette maladie pour traverser les traitements, mais qu'au-delà de la maladie, c'était aussi un signal pour me dire que j'étais encore en vie, et donc si j'étais en vie, on m'a donné la vie, c'est à moi d'en prendre soin, c'est à moi d'en faire quelque chose. Donc j'ai eu une sorte de, je sais pas comment dire ça, de prise de conscience assez aiguë de ce que ça veut dire d'être en vie, paradoxalement. Et puis ça, c'est sur le plan, on va dire, assez peut-être philosophique, je sais pas, mais ce qui se passe immédiatement, c'est qu'on a un sens des priorités très aigu qui arrive de manière assez naturelle. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que je faisais des choses dans ma vie qui étaient peut-être pas si intéressantes que ça, ou en tout cas qui me donnaient pas d'élan pour avancer au quotidien, ni de motivation suffisante. Et ça, je m'en suis rendu compte par rapport à mon environnement professionnel, par exemple, parce que quand je suis retournée à mi-temps thérapeutique dans mon poste, je me suis sentie en décalage total. Je m'attendais à ce décalage parce que j'avais pris 1 an aussi avant de revenir pendant les traitements. J'ai beaucoup réfléchi à ça. J'avais très, très peur avant de reprendre mon poste. Et bingo, ça n'a pas loupé. Quand je me suis retrouvée dans mon poste, je me suis sentie avec des perceptions complètement différentes de ce que j'avais avant la maladie dans mon rapport à l'entreprise, mon rapport à la course pour la croissance, au sens général de ce qu'on fait dans son travail. Et j'ai réalisé en fait à ce moment-là que finalement, le cancer, c'est aussi entre guillemets un gros coup de pied aux fesses pour nous apprendre peut-être à laisser derrière nous des choses qu'il faut laisser tomber. Et ça veut dire aussi accepter qu'on peut se transformer. Et donc, il faut peut-être ouvrir ses oreilles et ses yeux à ce moment-là en se disant, c'est une rupture dans notre trajectoire d'une certaine manière. Donc, comme c'est une rupture, on va s'asseoir 5 minutes, on va regarder et puis on va faire le tri et on va regarder ce qui était derrière pour voir ce qui finalement peut-être ne convenait pas vraiment. On va identifier vraiment nos besoins et on va essayer de construire des nouveaux repères au fur et à mesure. Donc, pour faire ça, il faut se faire aider. C'est aussi ça que je voudrais dire assez rapidement aux personnes, c'est que c'est difficile à faire tout seul. Le temps aide à faire ça tout seul, mais il faut pas hésiter à discuter autour de soi avec d'autres patients, avec l'univers médical, mais c'est pas forcément lui qui nous aide le plus là-dedans. Finalement, on lui confie notre corps, notre vie, et il va essayer de nous traiter. Mais il y a aussi les soins de support, il y a toutes les associations autour, il y a ses proches éventuellement qui peuvent être très très importants dans le rapport à la maladie, ses amis. En tout état de cause, il faut accepter l'idée que une fois qu'on s'est effondré, qu'on a compris que beaucoup de repères s'écroulaient, il faut en construire d'autres. Donc, pour en construire d'autres, il faut chercher au fond de soi aussi et autour de soi ce qui va nous donner l'énergie après de transformer un peu tout ça, de réinventer finalement notre vie. Et a fortiori, quand on a une maladie qui devient chronique, comme la maladie métastatique, on passe notre temps en fait à s'adapter et à réinventer sa vie à chaque nouveau diagnostic qui change. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre brièvement à cette première question.
Ouais, c'était hyper intéressant. Et quand tu parlais de choses urgentes que tu as senti que tu devais faire, c'était quoi par exemple? Est-ce que tu as des exemples? Oui, en fait, dans l'urgence de vivre que j'avais, quand je suis tombée malade, ma fille n'avait pas 3 ans, elle avait 2 ans et demi, donc elle était petite, et j'ai ressenti l'urgence de lui transmettre des choses. Donc ça veut dire de passer plus de temps avec elle, de passer plus de temps aussi avec mes proches, d'échanger davantage, de pas garder des choses pour moi, et l'urgence de prendre soin de moi. Et là, c'est compliqué parce que quand on traverse l'épreuve du cancer, en fait, on confie, ce que je disais tout à l'heure, on confie au monde médical finalement le soin de ses traitements, etc. Donc, on confie un peu son corps. Mais prendre soin de soi, c'est pas que ça. Prendre soin de soi, c'est déjà comprendre en fait comment on peut s'aider soi-même. Et là, je pense que dans cette urgence de vivre, pour moi, il y a eu cette urgence de comprendre ce dont j'avais vraiment besoin et de me poser réellement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre du temps pour moi. J'ai réalisé qu'en fait, j'étais dans une course avec mon travail. J'étais d'ailleurs proche du burn-out quand j'ai eu le diagnostic de mon cancer. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose dans ma relation au travail. Donc ça a été aussi une urgence, entre guillemets, pour moi. Et puis le troisième point, et a fortiori, le troisième point, il est encore plus important pour moi aujourd'hui, qui est une maladie finalement avancée, c'est que j'ai vécu en fait une espèce d'urgence terrible de m'entourer de belles choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, j'ai eu envie de faire rentrer du beau dans ma vie. C'est-à-dire que dans le sens des priorités, d'aller à l'essentiel, il y a ça. C'est-à-dire cette idée d'être capable à chaque jour qui passe, de trouver des choses qui sont intéressantes, qui sont belles et qui rendent la vie un peu plus riche, un peu plus facile aussi. Mais donc, s'entourer de beau au sens large, ça fait partie pour moi de cette urgence-là. Merci Catherine, c'est un super témoignage. Juste une toute dernière petite question minuscule. Et du coup, c'est quoi le beau au quotidien? Alors le beau au quotidien, c'est très subjectif, ça dépend de chaque personne. Et pour moi, ça va par exemple vouloir dire avoir un temps dans une journée que je vais pouvoir consacrer à ma fille, un temps que je vais pouvoir consacrer à être en contact avec la nature. Et donc, je sais pas, ça va être aller me promener avec ma chienne. Ça va être aussi un temps où je vais retrouver confiance en mon corps. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que la maladie, elle met à mal le rapport qu'on a à son corps. On perd confiance en lui à un moment donné, on se dit qu'il nous a trahis avec le cancer, surtout que ça peut être de manière extrêmement sournoise et silencieuse. Et donc, il faut aussi comprendre que même si on est fatigué, même si on a des séquelles, l'activité physique, le fait de ne pas rester isolé, sortir de chez soi, en fait, ça fait partie en fait de cette démarche de trouver du beau. Donc pour moi, aller faire ma séance de marche nordique ou mon heure de yoga, ça fait partie de ça. Je vais aussi aller à des expositions avec des amis, je vais aller passer du temps et des bons moments avec des personnes que j'aime. Je vais en fait essayer chaque jour de me dire, dans cette journée, qu'est-ce qui va être positif pour moi, qui va pouvoir rentrer et me faire du bien. C'est un peu une histoire de nourriture. C'est-à-dire que faire rentrer du beau en soi, c'est chercher quelles sont toutes les nourritures extérieures qui vont pouvoir m'apporter des choses bénéfiques chaque jour qui passe. C'est vraiment ça. Donc c'est pas que du beau au sens propre. C'est super beau, en tout cas, merci. Donc vraiment, se demander quelles sont les belles choses pour soi, expo, yoga, passer du temps avec les gens qu'on aime. N'hésitez pas, hein, si vous voulez partager ce que sont les belles choses pour vous ici dans le chat, ça peut inspirer pas mal de gens. C'est peut-être ce qu'on appelle vivre, finalement, non? Oui. Et ne pas attendre. Non, c'est ça? Pour le faire. Magnifique, merci beaucoup Catherine. Et du coup, j'ai envie de rebondir avec Séverine. Est-ce que tout ce qu'a partagé Catherine, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours et à quel moment tu as eu cette urgence de créer et comment tu as créé des gommes crabes? Comment tu as eu l'idée? Comment ça s'est fait? Voilà. Déjà, oui, merci Catherine, parce que je me retrouve complètement dans tes mots et dans ce que tu dis, ce que je ressens. Alors moi, j'ai pas un cancer métastatique, je suis en rémission aujourd'hui, mais je ressens les mêmes choses, j'ai pu ressentir les mêmes choses et cette urgence à vivre. Moi, le cancer, bien entendu, il est venu chambouler complètement ma vie aussi. Et c'est assez paradoxal parce que en même temps, je suis toujours la même,
je me sens toujours la même et en même temps, je me sens quand même différente en fait. C'est voilà, il y a un plus, il y a autre chose. C'est comme si en fait la maladie, elle m'a emmené à puiser vraiment des choses au fond de moi en fait, et comme si elle avait révélé finalement des choses qui devaient être là, bien enfouies et qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Et depuis, moi, je dirais que la maladie m'a permis d'oser. Je n'arrête pas. J'ose plein de choses que j'aurais jamais osé avant. Après, comme Catherine, mais enfin, je ressens cette urgence à vivre, mais plus, quoi. Je me dis que demain, tout peut s'arrêter. Et je crois que les gens s'en sont rendu compte avec la crise sanitaire qu'on vient de passer, avec le Covid, c'est que on est mortel. Alors on le sait, mais quand on est touché par la maladie, par des choses comme ça, je pense qu'en fait ça vient se réveiller en nous, enfin ça vient nous percuter en pleine face. Et du coup, pour discuter énormément avec plein de personnes touchées par le cancer, on a toute cette urgence à vivre, je crois. Donc à 200% et à agir comme si demain n'existera peut-être pas. Donc faut le faire tout de suite, quoi. Et puis moi, ce qui m'anime aussi depuis la maladie, c'est que j'ai vraiment besoin de donner du sens à ce que je fais. Voilà. J'étais assistante sociale, moi, en milieu psychiatrique avant le cancer du sein. J'ai adoré mon travail, mais je me sentais pas d'y retourner et j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie vraiment de donner du sens à ce que je venais de vivre, et puis peut-être pour transmettre aussi aux autres, pour transmettre de l'espoir, pour transmettre de la force, pour transmettre plein de choses finalement. Euh, donc effectivement, il y a eu 2 temps pour moi. Et puis je continue de toute façon à me construire encore, je crois, jour après jour. Hein. La résilience est un long parcours et je pense que ce parcours sera jusqu'à la fin de mes jours maintenant. J'ai d'abord entrepris en fait en créant l'association, enfin j'ai osé en créant l'association des gommes crabes, donc il y a 5 ans. Non, il y a 4 ans, à la fin de mes gros soins. Et puis, il y a peu de temps aussi, j'ai osé pour le coup entreprendre puisque je me suis mis à mon compte en tant que community manager sur les réseaux sociaux. Enfin, je travaille sur les réseaux sociaux et notamment avec des marques, des associations qui sont dédiées aux personnes touchées par le cancer. Pourquoi des gommes crabes Il y a tellement de choses à dire, je vais pas par où prendre le fil, mais pourquoi des gommes crabes? En fait, moi, quand voilà ce que disait Catherine tout à l'heure, quand je suis tombée malade, qu'on m'a annoncé ce diagnostic, enfin, forcément, la première chose qu'on a en tête, c'est la mort, c'est le noir, c'est les trucs assez sombres, et on sait pas comment réagir. Enfin, c'est un missile qu'on se prend en pleine tronche, hein. Et je suis allée, comme j'étais déjà assez active sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur Lily Saune, La guerre des tétons. Donc une jeune femme qui a été touchée par un cancer du sein, pour ceux qui la connaissent pas, et qui a écrit une BD très vraie, mais aussi avec beaucoup d'humour et de dérision. Et moi, ça m'a énormément aidée, en fait. Et je me suis dit, ben voilà, mais en fait, j'avais même pas commencé mes soins. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut réagir. En fait, cette nana, elle a tout compris. C'est ça, moi aussi, je vais le tourner en dérision. Donc, j'ai appelé mon cancer, Crab Vador. C'était le moment de la guerre des étoiles. Voilà, on a choisi ça avec les enfants. Et ça, enfin voilà. Et du coup, c'était assez génial parce que les gamins me disaient, allez, tu vas aller, vas-y, maman, tu vas la voir Crab Vador. Enfin, et de tourner tout ça en dérision, en fait, pas le minimiser parce que c'est très dur à vivre, mais le tourner en dérision, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et puis, je suis tombée après sur les réseaux, sur d'autres personnes, pareil, qui parlaient en fait de la maladie autrement, qui en avaient fait des choses. Et pour moi, elles étaient vraiment porteuses d'espoir. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de faire quelque chose, de mettre ma petite patte là-dedans, en fait. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'association des gommes crabes et du salon des caféiteuses, en fait, qui regroupe des femmes, des hommes, des histoires de résilience, en fait. Toutes des personnes qui sont passées par la case cancer et qui en ont fait quelque chose. Donc certaines ont créé une association, une entreprise, il y en a qui ont créé des bouquins, donc elles viennent dédicacer leurs bouquins, il y en a qui ont fait une pièce de théâtre. Enfin, et l'idée, en fait, c'était de regrouper finalement toutes ces initiatives en un seul lieu, en un seul endroit. Et je me dis, mais si moi, à ma petite échelle, ça peut m'aider une personne, mais alors à grande échelle, toutes réunies, mais c'est merveilleux, quoi. Et puis, c'était vraiment d'insuffler cette vie, cet espoir au cœur d'un centre oncologique, puisque je fais ce salon en collaboration avec le Centre Léon Bérard à Lyon. Et c'est juste énorme, en fait, ce qui se passe, les émotions qu'il y a sur ce salon. Et je suis peut-être bavarde, là, hein, je vais essayer
aller vite. Et puis voilà, après, je vais juste toucher un mot. Je vais pas raconter tout ce qui se passe dans l'association parce que ça va faire beaucoup, mais parler de l'appel à projet Oser la résilience parce que c'est aussi ce qui nous relie avec Catherine. J'ai lancé il y a 2 ans un appel à projet pour toutes les personnes, justement. On est beaucoup à vouloir en fait se réinventer après la maladie. Souvent, on a envie de donner du sens, de faire autre chose, puis il y en a beaucoup qui osent pas, qui savent pas comment faire. Donc, j'ai lancé cet appel à projet Oser la résilience pour leur permettre de passer ce cap, d'oser, et puis d'être accompagné après pendant 1 an pour que le projet aboutisse. Et en fait, l'association Ose a remporté l'année dernière, enfin Aurélie, donc la fondatrice de l'association, était lauréate de cet appel à projet. Et voilà, donc je vais pas en dire plus tout de suite parce que je pense que Catherine parlera de l'association tout à l'heure. Mais voilà, c'est des belles choses, c'est des belles choses. Voilà. Merci Je Séverine. m'arrête là pour l'instant parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais j'en garde un petit peu pour après. J'ai encore une toute petite question juste avant de passer à Giacomo. Quand tu disais que le cancer avait fait tu avais senti qu'il y avait des choses qui demandaient à être exprimées, c'est quoi ces choses qui demandaient à être exprimées? Est-ce que tu peux donner des exemples? En fait, je pense que j'avais des envies en moi, mais que j'osais pas, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, je pense que je me mettais peut-être des barrières. Tu vois, avant, j'aurais jamais peut-être osé prendre la parole dans un webinaire comme celui-là. Organiser un salon. Enfin, j'étais assistante sociale. Organiser un salon où il y a 300 personnes. Enfin, tu vois, un truc de fou quand même. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que j'aurais pas osé le faire. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai les compétences de le faire puisqu'on l'a fait plusieurs fois. Et c'est vraiment ça, moi. C'est de me dire, tout est un peu lié, de me dire qu'en fait, qu'est-ce que je risque à oser finalement? Franchement, qu'est-ce que je risque à oser? La vie, elle est courte. On sait qu'elle est fragile. Enfin, le cancer vient nous dire ça aussi, c'est qu'elle est fragile et qu'il faut en profiter. Et je me dis, j'ai rien à perdre à oser. Au pire, ça marche pas et alors c'est pas grave. C'est pas très, il y a pire dans la vie, quoi. Super, merci beaucoup. C'est super comme témoignage. Giacomo, elles ont toutes les deux en commun le fait, en fait, d'être devenues, on peut dire, actrices de leur santé, en fait. Il y a eu une nouvelle très dure et au bout d'un moment, elles ont quand même pris des initiatives. Tu en parles souvent, tu dis souvent, il faut être acteur de sa santé, on a quand même le choix, il faut continuer à faire des projets, tu dis souvent ça. Comment on fait? Comment on fait? Rien qu'en les écoutant parler, déjà, je trouve que en fait, il y a énormément de passion dans votre discours, enfin dans ce que vous dites. Il y a énormément de passion. On voit que vous mettez beaucoup de sens dans ce que vous faites, que par rapport à votre vie d'avant, je pense que vous avez été augmenté. Parce que dans un premier temps, je voudrais aussi m'exprimer en regard des personnes qui sont là et qui nous écoutent et qui ont peut-être eu un diagnostic il n'y a pas longtemps, en fait, c'est possible, hein, et qui peut-être sont au fond du désespoir. En fait, je trouve que ce que vous nous donnez à réfléchir est quand même vraiment une clé gigantesque qui concerne non seulement les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, mais aussi les personnes qui n'ont pas de maladie en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez parlé de réveil, d'éveil. En effet, je crois qu'en fait, à partir du moment où vous avez regardé l'idée de la mort en face, vous avez eu moins peur de vivre. Et c'est très intéressant parce que moi, ça me passionne aussi cette question. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au fond lors d'une annonce du diagnostic? Eh bien, il se passe une énorme claque, ça c'est clair. Une énorme claque et je pense que beaucoup sont sonnés par une claque comme celle-là. Mais ce qui s'est passé pour vous, en fait, pour travailler depuis 17 ans auprès de personnes à qui on fait ce genre d'annonce, je sais que c'est possible. Je sais qu'en fait, au départ, ça peut être du désespoir, mais qu'en fait, on peut transformer ça. Vous avez parlé de transformation, et en fait, c'est vrai, on parle de changement, parce qu'au moment de l'annonce, il y a tout le système de croyances qui s'effondre. Mais il y en a un autre qui arrive, et celui-là peut être finalement encore plus, comment dirais-je, il peut avoir beaucoup plus de sens que celui qu'on plaçait dans notre vie d'avant.
Et je trouve ça vraiment, moi, ça m'émeut beaucoup en fait, parce que je me dis finalement, vous êtes devenus plus éveillés que les autres. Et C'est c'est ça qui vous fait oser. C'est ça qui vous fait être dans la résilience. C'est ça qui vous fait vivre 3 fois plus intensément, si ce n'est 5 fois ou 10 fois plus même peut-être. Passer du temps sur les choses qui en valent vraiment la peine. On devrait tous se dire ça, au fond. Et je trouve que c'est un superbe message d'espoir. Et moi, comme je dis souvent à mes patients, quand ils me disent, mais vous avez de l'espoir, mais je leur dis, mais si j'avais plus d'espoir, je ferais pas ce métier. Non, c'est super beau. Je suis tout à fait d'accord avec Giacomo. C'est très beau la façon Ouais. dont voilà, vous n'avez plus peur de vivre, comme tu disais, Giacomo. Ben oui. Et je pense que ça va en inspirer beaucoup. Je suis en train de voir les questions dans le chat et on va garder un temps de réponse à la fin. Je pense que Catherine, tu pourras vraiment répondre à ces questions. Je vois celle de Nathalie qui demande comment envisager la reprise du travail sereinement et aussi la question d'identité pour Anne. Donc, on va y venir petit à petit. On va y venir. Justement, la deuxième question que je voulais poser, parce que oui, ce n'est que la deuxième question, c'est en fait la question de l'ascenseur émotionnel. Catherine, on vous a annoncé le cancer du sein en 2011. Ensuite, il y a eu les traitements, stabilisation, puis récidive, métastatique, stabilisation, récidive. En fait, comment tu as fait pour gérer cet ascenseur émotionnel, cette vie en dents de scie, tout en continuant à faire tout ce que tu fais, hein, parce que l'association OSE, c'est quelque chose d'important, mais il y a eu beaucoup d'autres projets aussi. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux parler de tous les projets dans lesquels tu t'es impliqué, aussi présenter OSE, et nous partager comment tu fais en fait? Je vais peut-être déjà parler de la vie en dents de scie parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Dans le parcours de soins, en particulier quand on a des rechutes, il n'y a plus rien de linéaire en fait derrière. C'est-à-dire que on va naviguer entre des traitements qui vont peut-être nous aider à stabiliser la maladie, voire peut-être la faire régresser, ou à d'autres moments, la maladie va elle-même progresser et donc on passe notre temps on est en traitement en permanence, on a des examens répétés et puis on va d'un examen à l'autre avec des fois des rechutes, des fois, voilà, ça repart. Donc c'est notre vie, elle est comme ça, en permanence. Donc en fait, on n'a pas le choix, c'est nécessaire de s'adapter. Et sur le plan psychique, en tout cas émotionnel, c'est effectivement dur parce qu'il faut être capable d'absorber toutes ces émotions et de vivre avec. Donc je pense que la première chose que j'ai envie de dire sur la vie en dents de scie, c'est déjà d'accepter ça. C'est-à-dire que ne pas être en colère contre le fait qu'il y a des moments où on n'a pas d'énergie, il y a des moments où on est incapable de faire ce qu'on faisait avant bien, qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, qu'il faut aussi lâcher sur certaines choses et que quand, à l'inverse, on a de l'énergie et que tout d'un coup, on se sent à l'aise pour faire des choses, et les faire à ces moments-là. Donc, en fait, c'est un travail d'ajustement permanent, hein. C'est un travail quotidien d'ajustement et tout au long de sa vie, en fait. Et c'est aussi pour ça que dans la relation au travail, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut trouver les moyens de s'adapter. Donc, soit on a un environnement professionnel autour de nous qui permet cette adaptation et de toute façon, il faut en discuter. C'est hors de question de revenir à son travail sans avoir une discussion extrêmement approfondie, ne serait-ce qu'avec le médecin du travail, si le médecin du travail est concerné, et avec son employeur, pour expliquer que on a de toute façon déjà, après les premiers traitements qu'on a reçus lors d'un premier cancer, on a une fatigue résiduelle qui est monumentale. C'est pas qu'une fatigue physique, c'est aussi une fatigue psychique, des fois même cognitive. On a des fois des difficultés d'attention, des troubles de la mémoire. Il faut accepter ça. Et donc, il faut être capable de parler de soi, c'est-à-dire que personne d'autre que nous va le faire à notre place. Et toutes les situations sont différentes. Et donc, en fait, cette vie en dents de scie, elle est peut-être, entre guillemets, des fois un petit peu un boulet pour les personnes de l'environnement familial ou proche, mais pour les autres, tout ce qui concerne l'environnement professionnel ou les amis ou le cercle un tout petit peu plus large, je dirais, c'est vraiment à soi d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de la compréhension, parce qu'on peut se sentir très, 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 très facilement en décalage avec le reste de son entourage. Surtout que la maladie ne se voit pas forcément.
Et autant quand on a perdu ses cheveux et qu'on a par exemple eu ses premières chimiothérapies dans les protocoles standards opposables, après quand on suit d'autres traitements et qu'on est par exemple dans le cadre d'un cancer avancé, la maladie ne se voit pas forcément. Donc elle devient quasiment invisible pour des gens qui ne nous connaissent pas vraiment. Donc en fait, il faut sans arrêt être capable de parler de ce qu'on ressent et aussi de ce dont on a besoin. Donc il faut toujours s'ajuster. Et c'est vrai que ce qui est rendu difficile, en fait, ce sont les projections. C'est-à-dire que à la fois trouver ce qui en soi va nous donner des moyens d'être motivés pour rester dans la vie, garder l'élan. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et puis en même temps être dans la lucidité de ce qui nous arrive. La lucidité de ce qui nous arrive, c'est être capable de se dire, ben moi, je peux peut-être me projeter qu'à 3 mois. Ben écoute, si je me projette à 3 mois, ben je vais faire un projet. Ça va être peut-être de partir en vacances à Noël ou de voir telle personne à tel moment. Et d'y aller pas à pas, étape après étape comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire en tout cas sur cette notion de vie en dents de scie, c'est qu'il faut accepter qu'elle soit en dents de scie. Donc, il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient incertaines. Et accepter cette incertitude, c'est là que ça demande effectivement d'être un peu philosophe. Et en tout cas, il faut jamais culpabiliser de se sentir pas bien, ou d'être au fond de son lit certains jours, ou d'avoir envie de pleurer ou d'être triste, parce qu'il y a des moments forcément où on peut avoir des regains d'énergie et tout d'un coup effectivement avoir un sentiment d'énergie décuplée pour faire des tas de choses, et d'autres moments où on est forcément très angoissé, on peut être stressé. Et donc je dirais que le plus important pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est d'éviter toute exposition à un stress prolongé. J'ai vécu un stress dans mon environnement professionnel qui est assez important avant de tomber malade, et aujourd'hui je suis consciente du fait qu'il faut que je fasse toujours attention à ne pas vivre un stress important et prolongé. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait je dis il faut activer autour de soi des ressources sur lesquelles on peut compter. Il faut toujours identifier en fait autour de soi des personnes qui sont des personnes qui vont nous apporter des choses à n'importe quel moment. C'est important d'avoir ces petits jokers aussi. Parce qu'il y a des moments où quand on va être plongé dans la peur ou dans l'angoisse, il faut pouvoir déposer un peu ses valises. C'est tellement lourd ces valises-là qu'on peut pas les garder que pour soi. Donc c'est aussi là qu'il faut se faire aider par des soins de support. Ça peut être aussi une aide psychologique pour certaines personnes, mais en tout cas il faut jamais hésiter à frapper à toutes les portes. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis tombée malade, je me suis beaucoup informée sur la maladie. J'ai beaucoup traîné, je disais l'autre jour, dans les couloirs de l'hôpital. J'étais soignée au démarrage de ma maladie à Curie-Saint-Cloud. Et il y avait une maison des patients et j'y ai passé des heures, des journées. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des patientes, des intervenants, même des médecins, une psychologue. Et j'ai appris énormément. Des associations aussi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en étant dans cet environnement-là, qui est comme un espèce d'univers à côté de l'hôpital, mais qui est pas aussi dans l'univers familial, qui est pas non plus dans le travail, c'est un univers à côté. Je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse incroyable, une richesse d'informations, une richesse de partage, une entraide, etc. Et moi, en tout cas, c'est là que je suis allée puiser des ressources. C'est là que j'ai commencé à aller puiser des ressources. Et en fait, c'est là que mes premières motivations sont venues. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'activité professionnelle que j'avais besoin d'avoir une activité dans ma vie, mais que c'était pas forcément un travail. Et c'est là que je me suis tournée en fait vers l'activité associative, qui est une autre forme d'activité, mais qui est une vraie activité en soi. Donc voilà ce que je pourrais dire pour démarrer le sujet en tout cas. Non, oui, c'était très riche. Apparemment, ce qui est vraiment important, du coup, c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même, parler, évoquer ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, et ensuite le communiquer. Ça a l'air dur, en fait. J'ai été aidée pour ça. J'ai participé à un atelier de coaching au retour du travail qui a duré plusieurs semaines, 2 ou 3 mois, et en fait je l'ai fait dans le cadre justement de la maison des patients, et ça a été fantastique parce qu'en fait le démarrage de ce travail, ça a commencé par le fait de poser toutes ces peurs, c'est-à-dire d'être capable de travailler sur tout ce qui nous fout la trouille à l'idée de revenir au travail. Et c'est super important parce qu'en fait il y a plein de blocages. Moi je me suis rendu compte après avoir ce cancer que je commençais à avoir des blocages à l'idée de faire certaines choses. Donc il faut être capable de les mettre sur le papier, de savoir si on peut transformer déjà des choses ou pas, et si on peut pas le faire tout de suite, être patient aussi. Il faut être quand même indulgent avec soi-même. On s'est pris ce mur dans la figure, on va pas forcément mettre 2 mois, 3 mois ou 6 mois pour se transformer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut
il faut être gentil avec soi-même. Si on a besoin de 2 mois, 3 mois, 4 mois juste pour se reposer ou pour faire autre chose, ben il faut le faire. Je pense qu'en fait, quand on a une grippe sévère, on est en arrêt maladie. Quand on a un cancer, on peut aussi s'arrêter, au sens enfin vraiment, je le dis parce que j'ai vu tellement de personnes autour de moi qui en fait continuent à travailler, non pas parce que elles se sentaient bien au travail, mais parce qu'en fait elles envisageaient pas l'idée qu'à un moment donné on puisse se poser. Ça peut aussi aider, continuer à travailler. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas il y a des personnes qui s'autorisent pas à ça. Il ne faut pas que ce soit par culpabilité d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Bah justement, je vais essayer, Et je rebondis tout de suite à quelque chose que j'ai aperçu dans le chat. C'est oui, j'ai demandé la RQTH, j'ai obtenu la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est une démarche qui est un peu longue parce que selon les MDPH, les maisons départementales qui gèrent ça, le handicap, ça peut prendre des mois. Mais il faut pas hésiter à le faire non plus. Alors, question, Catherine, où est-ce que les patients, j'ai vu une question dans le chat, les patients peuvent trouver et demander ces soins de support? Tu parlais de coaching, peut-être de soutien psychologique, la maison des patients Ok, je poserai mon autre question après. Là, il y a une difficulté. En fait, c'est que il y a pas une égalité de répartition sur le territoire de l'accès à certaines choses. Et c'est vrai que quand on est soigné dans un centre de lutte contre le cancer ou dans un grand hôpital, il y a souvent à disposition éventuellement un lieu où on peut trouver de l'information déjà, et puis peut-être qu'il y a un médecin de soins de support qui va pouvoir recevoir la personne en consultation et peut-être lui prescrire ou l'orienter vers de la kinésithérapie, des activités physiques adaptées, de l'aide, du soutien psychologique, etc. Quand c'est pas le cas, il y a des associations et des réseaux d'associations qui peuvent aider à trouver localement en fait ces choses-là aussi, comme la vie autour ou mon réseau cancer du sein, qui est un énorme réseau de patientes en ligne, en fait, qui permettent de connecter les personnes entre elles, et notamment géographiquement. Merci beaucoup. Giacomo, pareil, je veux rebondir sur la question de l'identité et du travail. Je l'ai vu aussi dans le chat, c'était une question... voilà, bon, je l'ai vu dans le chat, c'était une question par rapport à la difficulté aussi de ne pas travailler par rapport à se dire mais oui, mais en fait, je suis mon travail et se libérer de cette culpabilité, comme tu disais, Giacomo. Comment ça se passe? Comment on fait? En fait, dans le choc induit par l'annonce, il y a aussi, dans ce que j'évoquais tout à l'heure au sujet de l'effondrement du système de croyance, il y a aussi la façon dont on est par rapport à notre travail, par exemple. Donc, Catherine a exposé le fait que l'annonce de son cancer était concomitante à un burn-out, et j'ai vu que c'est passé aussi dans le chat, qu'il y a quelqu'un qui était aussi proche du burn-out au moment de l'annonce. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que peut-être que déjà on a un rapport au travail qui nous rend malade. Alors, je suis pas en train de dire que le cancer et le burn-out sont liés, mais en tout cas, pour Catherine, finalement, l'annonce de son cancer lui a permis de s'extirper de son burn-out d'une certaine façon. Bon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport au monde du travail, c'est-à-dire que si on adore ce qu'on fait et que ça nous passionne, selon moi, il n'y a pas de problème si on veut reprendre son travail. Si on le fait par culpabilité parce qu'on ressent des pressions que parfois on se met à soi-même d'ailleurs, hein, c'est pas toujours les patrons, etc., qui nous mettent des pressions, mais parce que nous-mêmes, on est conditionnés parfois à se sentir coupable parce que inutile à la société ou ce genre de choses-là. Bon, tout ça, c'est quand même des conditionnements qu'on apprend très tôt. Moi, comme je dis souvent à mes patients, se soigner et prendre soin de soi, c'est déjà un boulot à plein temps, à part entière, surtout dans un parcours comme celui-là. Donc, en fait, je pense que le plus beau boulot qu'on puisse faire, c'est celui qu'on puisse faire pour soi-même, sachant que se rendre heureux, comme disait Épictète, est un devoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à travailler à se rendre heureux, eh bien, les gens qui seront autour de nous seront plus heureux aussi. Donc, bon, déjà, c'est tout à fait vertueux. Le travail peut aussi être une bonne façon de ne pas trop ruminer, c'est-à-dire que chez certaines personnes, par exemple, eh bien, le fait de reprendre le travail ou de prendre un mi-temps thérapeutique
ça va leur permettre aussi d'avoir une activité qui va occuper leur mental et qui va peut-être éviter qu'elles tombent dans une rumination permanente, hein, parce que c'est un parcours aussi où, comme disait Catherine, qui est très en dents de scie, il peut y avoir beaucoup d'angoisse. Et le fait d'avoir une activité mentale, parfois, nous permet de moins angoisser. Donc, il faut vraiment pouvoir, je crois, regarder vers l'intérieur de soi. C'est à ça que nous invite finalement une épreuve comme celle-là, c'est de se demander qui on est vraiment, hein. On parlait d'identité. Qui sommes-nous en fait dans cette épreuve de vie-là? Est-ce que finalement tout ce qu'on a fait jusqu'alors, est-ce qu'on était en adéquation avec ça, ou est-ce que finalement c'est peut-être pas l'occasion de changer quelque chose? Parce que effectivement, on a parlé aussi beaucoup de transformation et de changement, mais le changement c'est un cadeau, hein. C'est quelque chose dans la vie qu'on est censé faire finalement tout au long de notre vie. On n'est pas les mêmes aujourd'hui que nous l'étions à 20 ans. Enfin, pour moi en tout cas, ou à 5 ans, ou à 10 ans. Enfin, je veux dire, le changement, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'une épreuve comme celle-là puisse nous changer aussi, mais nous faire évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup, Giacomo. Et là, je veux passer à Séverine et justement parler d'un sujet qui est toujours aussi important. Mais Séverine, tu disais que vous étiez encore trop peu accompagnée. Tu parlais de l'après-cancer. Comment ça s'est passé le jour où on t'a annoncé ta rémission? Et comment ça s'est passé ensuite, justement, l'après-cancer, le monde du travail, se remettre au travail? Comment ça s'est passé pour toi, et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt et que tu aimerais partager aujourd'hui avec les patientes qui nous regardent? Je suis en train, en fait, en même temps de vous écouter, d'essayer de répondre aussi aux commentaires, justement sur l'après-cancer et notamment le travail. Alors, moi, l'après-cancer, oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me parle, parce qu'en fait, on en parle peu. On est très accompagnés, en fait, pendant les soins, et ça, c'est super. Enfin, voilà, il y a des équipes de soins au top. L'entourage, enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage très proche qui m'a accompagnée. Sauf qu'après les soins, comme tout à l'heure, Catherine faisait la remarque, en fait, du moment qu'on a des cheveux, tout va bien, quoi. Les cheveux repoussent, ça va, c'est derrière nous, sauf que non, en fait. Et l'après-cancer est parfois plus difficile. Enfin, psychologiquement, je trouve que c'est compliqué de se reconstruire après une étape comme ça. Moi, je dis souvent, en fait, j'ai l'impression que le cancer est un livre. Et une fois qu'il est ouvert, pour moi, enfin, il se refermera jamais. Par contre, il y a plein de pages qui se sont déjà tournées et il y en a qui continuent en fait à se tourner au fur et à mesure. Mais ce livre, il restera ouvert. Il y a des cicatrices physiques, mais psychiques aussi qui resteront là. Et voilà. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur cet accompagnement dans l'après. Et voilà, notre entourage aussi, c'est pareil, il en a un petit peu marre, il a envie de tourner la page. Enfin, on est dans une société, je trouve, un peu paradoxale, parce que l'entourage, la société nous dit qu'il faut tourner la page, ok, sauf que c'est pas si simple que ça. Et en même temps, on a eu un cancer, on n'a pas le droit à faire de crédit. Droit à l'oubli, c'est 10 ans, voire plus, voilà, ou même jamais pour les personnes qui sont un cancer métastatique, parce qu'il n'y aura jamais d'après, donc tu n'as pas de droit à l'oubli. Enfin, donc voilà, on nous demande de tourner la page, mais la société ne va pas dans ce sens-là. Pareil, la reprise du travail, c'est un gros problème. Enfin, moi, j'échange énormément sur les réseaux sociaux, du coup, avec des personnes, et il y en a beaucoup qui se sentent soit mises à l'écart quand elles reviennent, limite mis au placard, voilà, oula, tu as eu un cancer, tu ne vas plus pouvoir faire ça, et du coup, elles ne retrouvent pas le poste qu'elles avaient avant, on leur a enlevé des tâches. Ou il y en a qui arrivent, en fait, souvent on est absente 1 an, 2 ans, et les personnes savent pas, en fait, elles sont accueillies comme si elles avaient été arrêtées 15 jours pour une grippe, mais non, c'est pas tout à fait la même chose, donc forcément. Et c'est pas évident. Puis il y en a aussi beaucoup qui ont plus envie, quand je disais tout à l'heure que j'ai besoin de donner du sens, je crois que je suis pas la seule, et il y en a beaucoup qui ont envie de se réinventer, qui ont envie de donner du sens, et qui n'en trouvent plus forcément dans leur milieu professionnel. Après, le problème, c'est qu'il y a une réalité aussi financière, hein, qui est là. Bon, moi, j'ai eu la chance, effectivement, en fait, par là, pour 2 mots sur mon parcours, pour en revenir à mon parcours à moi, avec l'association, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis, en fait, de trouver un nouveau travail. J'ai d'abord travaillé, j'ai été en contrat avec l'entreprise Osalis, enfin voilà, j'ai fait leur communication, puis bon, après, moi, je me suis lancée à mon compte. Mais voilà, c'est ces rencontres-là qui ont fait que j'ai eu cette chance-là.
mais tout le monde n'a pas le choix. Il y en a qui sont obligés de reprendre leur travail parce qu'au bout de 3 ans, l'arrêt maladie, c'est terminé. Alors, soit on bascule sur une invalidité, mais on perd aussi de l'argent. Puis, c'est pas forcément l'envie qu'on a de basculer sur une invalidité. Donc, c'est compliqué. J'essaye de ne pas perdre le fil de mes pensées parce que je pense en fait au chat tout à l'heure où voilà, on disait, et Catherine en a parlé aussi, la RQTH. En fait, la RQTH, moi je trouve que c'est hyper important de la demander. Il ne faut pas en avoir honte. Moi, je l'ai demandé à un moment donné. Ça a permis aussi à l'entreprise de m'employer parce que l'entreprise a aussi des aides. Et puis surtout, ça permet aussi d'aménager le poste de travail. Donc ça, c'est important de pouvoir aller en parler à son employeur et d'aménager ça. Si vous n'avez plus envie, ça peut être après quand on a une RQTH, on est suivi pas par le Pôle emploi, mais par le Cap emploi en fait, qui est une sorte de Pôle emploi spécialisé pour les personnes qui ont une RQTH. Ça peut être aussi, pourquoi pas, d'avoir une formation financée. Enfin, alors attention, hein, tout le monde n'a pas une formation financée, hein, je veux pas dire mais voilà, c'est des choses en tout cas qui peuvent se parler, se mettre en place, et il n'y a pas de honte à demander une RQTH. Enfin, le handicap, c'est pas juste une personne en fauteuil roulant qui bave partout. Non, enfin, faut pas. Je le dis parce que j'ai aussi été assistante sociale en psychiatrie avant, et les gens n'osaient pas forcément demander non plus la hache parce qu'on a cette vision du handicap qui est un peu faussée, je trouve. Enfin, moi, il ne faut pas avoir honte de demander une RQTH quand on a eu un cancer, parce que oui, le cancer entraîne des handicaps après. La fatigue, c'est un handicap. Enfin, comment on appelle ça, le brain, enfin, les pertes de mémoire. Enfin, j'ai pas l'accent anglais, hein, mais le chémophog. Chémophog, il y a plusieurs noms, mais ça, c'est le pareil. Brouillard cognitif. Moi, 4 ans, 5 ans après la chimio, c'est pareil. Des fois, ça bat, quoi. Donc oui. Donc voilà, moi, j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus et de dire qu'il ne faut pas être gêné par ça et qu'il faut demander cette RQTH. Après, on s'en sert pas. C'est pas marqué sur notre front en plus. Enfin, c'est un papier après qu'on peut présenter à l'employeur et se faire accompagner pour aménager un poste, un temps de travail. Donc voilà, enfin, je pense qu'il faut le faire, quoi. Après, il y a aussi, je crois qu'on n'a pas évoqué, il y a l'association Cancer at Work qui propose aussi comment ils appellent ça, comme des speed dating, des job dating en fait, et qui mettent en relation des personnes qui ont été touchées par le cancer ou une maladie chronique avec des entreprises en fait. Il y a tout un tas, il y a des ateliers aussi qui se mettent en place lors de cette journée. Enfin voilà, pour remettre aussi le pied à l'étrier, pour essayer de trouver des solutions. Donc voilà, après il y a des choses qui existent, mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment. On t'entend pas, Soraya. Je me suis mise en mute. C'est vrai, quand je vous vois et quand je vous entends, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de valoriser tout ce que le cancer vous a appris, en fait, parce que c'est quand même de la résilience qui peut être ça peut être une grosse valeur ajoutée en entreprise. Catherine, est-ce que tu voudrais justement, sur cette question, nous partager ton expérience, parce que tu parlais donc de ton travail avant la maladie, qui était une grosse source de stress, qui était un travail à responsabilité, et qu'en fait, tu as finalement un jour décidé de lâcher le train en marche, pour te citer. Je pense que peut-être si tu partages cette expérience, ça pourra peut-être répondre à pas mal de questions que je vois dans le chat. Ouais, alors en fait, déjà le train, c'est pas moi qui l'ai lâché, hein. Le train, j'ai sauté du train en marche quand j'ai eu le diagnostic du cancer, parce que je me suis rendu compte que je pouvais plus me tenir au courant tous les jours de ce qui se passait dans l'entreprise, et je pouvais plus assurer. Donc la première démarche que j'ai faite, c'est déjà de voir s'il pouvait y avoir une adaptation, et l'adaptation, la première adaptation, c'est j'ai demandé un mi-temps thérapeutique. Déjà ça, c'est une démarche en soi. Il faut savoir que on n'est pas obligé de reprendre tout de suite à 100%. Il faut le faire quand on sent qu'on n'a pas envie de travailler du matin au soir, qu'on n'en a pas l'énergie ou qu'on n'est pas prêt. Il faut le faire. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut avoir cette si on en a l'occasion, discussion avec le médecin du travail. Donc j'ai beaucoup
écouté quand j'habitais à Paris à l'époque, d'autres personnes concernées par ça. Quand j'étais dans l'association Europa Donna, j'allais au Café Donna et il y avait des groupes de parole en fait une fois par semaine et j'ai beaucoup appris en fait des échanges avec toutes les autres patientes sur le sujet. J'ai découvert aussi à cette occasion l'association Juris Santé qui aide énormément les personnes qui se posent des questions juridiques dans leur relation avec le contrat de travail. Quand on se trouve dans une situation où tout d'un coup on sent qu'on pourrait être licencié par exemple pour inaptitude, ces associations-là sont très utiles parce qu'elles nous aident à avoir des informations comment dire objectives et à nous aider dans certaines démarches. Donc pour venir à ma situation, moi j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que quand j'ai récidivé après avoir repris un mi-temps thérapeutique et m'être rendu compte que je me sentais complètement en décalage, le médecin de la sécurité sociale m'a convoqué, m'a expliqué que j'étais arrivée à la fin de mes droits et donc il m'a mise en invalidité catégorie 2. Et effectivement, je l'ai regardé avec des yeux ronds comme ça, en lui disant pardon. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était pas du tout comment vous dire, on n'était pas en train de me taper sur la tête en me mettant en invalidité parce que ça fait peur aux personnes de se dire qu'on est en invalidité catégorie 2. Mais on peut rebasculer dans l'autre sens. C'est pas parce qu'on est en invalidité catégorie 2 que un jour ça ira pas mieux et qu'on pourra quitter cette situation-là et revenir. Faut le savoir aussi juridiquement. Ça n'empêche pas de travailler. En plus, tu peux aussi cumuler avec un petit taf. Voilà. Donc en fait, la situation d'être en invalidité n'est pas forcément une situation, comment dire, perverse ou néfaste ou négative. Donc faut pas non plus, voilà, faut avoir ça en tête. Et après, quand j'ai été basculée en invalidité catégorie 2, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais plus exercer, tenir mon poste comme celui d'avant, je me suis dit, comment, de quoi je vais occuper mes journées, comment je vais faire au-delà de ce travail sur moi-même pour savoir ce qui me motivait vraiment. Et là, c'est là que j'ai passé du temps, en fait, avec Robadonna, à discuter énormément avec le monde associatif et à voir comment je pouvais évoluer. Et si j'ai rejoint l'association OSE il y a un an, c'est aussi parce que je me suis fait des connaissances grâce au cancer et à tout ce réseau-là. On n'imagine pas à quel point on peut rencontrer des gens grâce à la maladie. Et je crois que là, je rejoins aussi le témoignage de Séverine qui dit, mais il faut oser. S'il y a quelque chose qu'il faut oser, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que la maladie vous aide à un moment donné à sortir de l'isolement et à aller discuter avec les personnes qui est en face de vous dans un couloir ou que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, etc. C'est super important. Il y a énormément d'entraide et de sororité dans le domaine du cancer du sein. Il y a énormément de femmes qui ont des informations pour d'autres qui seraient extrêmement utiles. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe, mais je rebondis, mais parce que c'est comme ça que j'ai trouvé un nouveau travail, que j'ai changé de voie professionnelle, etc. quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, moi j'ai perdu le fil en fait de l'histoire. Mais... Excuse-moi. Non, peut-être que Soraya va nous ramener sur le droit chemin. Non, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même. Pourquoi mon micro est coupé? Vous m'entendez? Oui, on t'entend faiblement. Faiblement? Ah bon. Donc, non, je disais, de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même beaucoup qu'on prenne le temps de répondre à la question de Abir, qui dit voilà, qu'elle a repris le travail, mais qu'elle se sent décalée avec ses collègues entre le rythme, les absences, les rendez-vous médicaux. Elle n'a plus le goût au travail et comment elle se sent perdue. Comment sortir de cet état? Giacomo, cette question est pour toi, s'il te plaît. Je pense que en écoutant bien ce qu'ont dit Catherine et Séverine, parce que c'est très très riche, on voit bien qu'il y a un tas de choses qu'on pense impossibles au départ, mais qui finalement s'avèrent possibles. Ce qui ressort en premier lieu, évidemment, ce sont toutes les angoisses. En fait, l'être humain ne peut pas s'empêcher de faire des projets. Donc, ça veut dire quoi faire des projets? Ça veut dire se projeter dans l'avenir. Seulement, quand on nous annonce un truc comme ça, la plupart des projections dans l'avenir, ce sont des projections très négatives. Donc, évidemment, on ne s'imagine pas pouvoir... en fait, on a des représentations de ce que ça peut être prendre le travail dans cette situation-là, mais qui sont de toute façon fausses parce que elles sont très anxiogènes généralement. Et s'il y a vraiment quelque chose que je peux conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est de se confronter à la réalité de l'expérience. C'est-à-dire, plutôt que de faire des scénarios sur comment les choses ne seront pas possibles,
eh bien, osons les faire parce que, en fait, quand on ose, il y a quoi derrière ce mot qui est effectivement édifiant? Oser, ça veut dire se confronter à la réalité de l'expérience plutôt que de la mentaliser et de faire 10 000 scénarios sur comment cette chose-là sera pas possible ou ne sera pas ou sera même éventuellement catastrophique, etc. En fait, il faut y aller, quoi. Et c'est ça finalement le message de résilience qu'apporte une épreuve comme celle-là. Et j'ai envie de dire plus qu'une épreuve, finalement, ça, on voit bien dans votre cas, Catherine et Séverine, même s'il y a des dents de scie, même s'il y a des moments où c'est très dur, finalement, le mot expérience prend tout son sens. Et expérimenter ce que c'est que de reprendre le travail à son rythme. C'est-à-dire, si on fait un travail qu'on aime bien et qu'on tient absolument à poursuivre, eh bien, voilà, il y a plein de possibilités. Ça peut être un mi-temps thérapeutique, ça peut être remettre les pieds un peu au travail pour voir comment ça se passe avec les collègues, parce que tant qu'on croit que ça va se passer de telle ou telle façon avec les collègues, eh bien, ça n'est pas la réalité. Donc, si ça se trouve, ça peut se passer d'une bien meilleure façon qu'on imagine. Il y a aussi cette histoire de représentation qu'on a par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est très dur, en fait, finalement, dans cette histoire d'invalidité. C'est l'image qu'on renvoie aux autres aussi. On a l'impression que c'est un gros mot, quoi, le fait d'être invalide. En tout cas, que c'est quelque chose comme quelque chose vraiment une tare, quoi, en fait. Mais bon, au fond, il n'y a pas de vie qui se passe d'épreuves, de fragilité. Eh bien, nous sommes amenés à faire cette épreuve-là à ce moment-là. Et j'allais dire, si les autres ont une mauvaise image de ça, au fond, c'est plus leur problème que le nôtre. Parce que dans l'expérience que vous êtes en train de vivre, vous avez tout à gagner à grandir. Et c'est pas grave si les autres ne sont pas prêts, eh bien, c'est leur problème. Et un jour, ils l'apprendront eux aussi. Donc, je crois qu'en fait, s'il y a un seul mot qui peut résumer tout ça, c'est effectivement le mot oser. Oser faire des choses. Oser vous confronter à la réalité d'expérience au lieu de la mentaliser, de faire des scénarios sur comment les choses seraient censées mal se passer. Vous savez, on dit souvent, je me tape des films. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, on a un vrai cinéma intérieur. Je pense que ça parle aux gens qui nous écoutent sur tous les scénarios catastrophes qui sont censés nous arriver après une annonce comme celle-là. Eh bien, rien ne se passe jamais comme prévu, et heureusement. Oser. Ouais, oser. Il faut vraiment faire les expériences avant de se faire un avis sur les expériences. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas expérimenté. Séverine et Catherine, est-ce que, avant qu'on termine, donc je suis vraiment désolée, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais par contre, on les gardera très précieusement pour y répondre dans l'application Vixin. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à poser ces questions à Vic, hein, peut-être que Vic répond déjà. Et sinon, du coup, on gardera bien ces questions pour les ajouter dans l'application, donc n'hésitez pas à continuer. Mais avant de se quitter, est-ce que Catherine et Séverine, s'il y a un message que vous souhaitez faire passer aux patientes, donc en plus que oser, parce que Giacomo l'a bien souligné, ce serait quoi? J'y vais, Catherine. Vas-y, Séverine. Moi? Attends, vas-y, du coup, allez. Bon, allez, j'y vais. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire, il y a un message super important, je pense, qui concerne aussi bien les personnes qui viennent avoir le diagnostic que celles qui sont dans un après-parcours de soins ou qui sont malheureusement encore dans la maladie. C'est ne restez pas seul. La tentative, elle est grande de s'isoler en fait dans certaines situations parce que justement on se sent pas comprise, qu'on se sent pas en décalage, que c'est lourd aussi à porter pour les proches cette histoire-là. Ça fait du mal autour de soi, ça fait du mal longtemps il y a toujours des aides quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être parce qu'on n'a pas frappé à la bonne porte qu'on les a pas encore trouvées, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été soi-même faire l'effort de regarder aussi autour, d'aller chercher de l'aide. Je pense que si j'avais jamais passé autant de temps, je redis, dans les couloirs de l'hôpital, à la maison des patients, à rencontrer des gens, à aller dans ces associations, à écouter aussi peut-être des webinars, jamais j'aurais eu les informations auxquelles j'ai eu accès aujourd'hui. Et ça, je pense que ça concerne tout le monde en fait. On se sent tellement en fait dans la difficulté quand on a cette maladie que il faut éviter tout sauf l'isolement.
c'est un des messages que je voulais faire passer ce soir. Bah, je vais rebondir parce que je suis complètement d'accord avec Catherine, en fait, de ne pas rester seule, parce que même si on est bien entouré par la famille, par les proches, c'est super. Mais du coup, moi, là où j'ai finalement trouvé le plus de soutien, pourtant j'étais soutenue par mes proches, c'est auprès d'autres personnes, en fait, qui étaient touchées par le cancer, en fait, auprès de sortes de combats. Enfin, après, il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, mais en tout cas, d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Donc, tout à l'heure, Catherine parlait de mon réseau cancer du sein. Moi, je sais que j'ai été dessus. Il y a l'association Générose maintenant qui s'est créée, qui est très bien. Et c'est vraiment ça. Enfin, entourez-vous de personnes qui sont dans votre situation, parce qu'on se comprend, en fait, on s'entraide, et quand il y en a une qui a un coup de mou, l'autre va la remonter, puis le lendemain, ça sera peut-être l'inverse. Et c'est ça aussi qui fait la force, qui fait la richesse. Et puis, du coup, d'échanger avec d'autres personnes, ça permet aussi d'avoir des petites infos, des petits tuyaux à droite, à gauche de ce qui peut se passer. Et puis, une phrase, en fait, que je dis, que j'aime bien employer aussi, ça sera le mot de la fin, c'est ne cherchez pas la force ailleurs, elle est en vous, en fait. Voilà. Parce que je pense que chacune a cette force-là, et pour surmonter, en fait, ces épreuves difficiles. Oui, Séverine, je voudrais juste ajouter un truc. C'est que c'est vrai qu'elle est la ressource, on a tout ce qu'il faut pour la trouver en nous, mais il faut juste connaître le chemin pour la trouver. Et c'est là où on a souvent besoin des autres qui peuvent la révéler. C'est-à-dire que les autres sont là pour nous montrer combien on peut être fort, même si j'aime pas trop ce mot non plus, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est que d'être fort dans le combat contre la maladie. Hein. Le combat aussi, qu'est-ce que c'est qu'un combat, bref. Mais en tout cas, c'est souvent, tôt ou tard, on a besoin des autres. Et je crois qu'effectivement, la ressource, on l'a en nous, mais on ne sait pas toujours comment aller la rechercher. Donc n'hésitez pas, vraiment, ne restez pas seul. Il y a tellement d'associations, tellement d'initiatives qui sont inspirantes, qui sont pleines d'énergie. Donc voilà, bien sûr, il y a l'association des gommes crabes de Séverine, l'association Ose aussi de Catherine, on n'en a pas assez parlé, cette toute jeune association qui a gagné le prix Résilience de des gommes crabes et qui offre des séjours thérapeutiques aux patientes qui vivent avec le cancer du sein métastatique. Donc voilà, il y a Ose, il y a des gommes crabes, il y a bien sûr notre partenaire Mon Réseau Cancer du Sein. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Bien sûr, Vixin également, hein, que ce soit l'application, que ce soit les réseaux sociaux. Voilà, des témoignages de patientes qui font des choses extraordinaires, il y en a plein. Et qui sait, peut-être que le prochain prix Résilience, décerné par Séverine, aura pris naissance quelque part pas très loin, je l'espère. Donc voilà, vraiment merci énormément à tous les trois. D'abord, pour toute l'énergie que vous avez apportée aujourd'hui, c'était extrêmement riche. Je pense que tout le monde est très frustré que ça se termine. mais comme je l'ai dit, c'est vraiment juste un moyen. Il y a encore beaucoup de contenu sur les sites des associations, sur l'application Vixin. Et toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant, on va y répondre. On va les ajouter sur l'application. Donc, et beaucoup de courage à toutes celles qui nous regardent, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, donc juste une dernière chose, ça c'est une petite demande personnelle. Si jamais vous trouvez que ce webinaire a été utile, ou même s'il n'a pas été utile, n'hésitez pas juste à nous le faire savoir en répondant au petit sondage qui est juste à côté du chat ici. Ça prend vraiment 5 secondes, mais ça peut être très utile pour nous pour pouvoir reconduire d'autres expériences comme celle-ci. Voilà, encore une fois, un grand merci et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Soraya. Merci. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.